Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Ce soir, nous allons revenir sur l'importante visite au Maroc effectuée le 5 juillet par l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU. À l'occasion de cette visite, Staffan de Mistura s'est entretenu à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, en présence de représentants permanents du Maroc auprès des Nations Unies à Omar Hillel. Au cœur des discussions des deux diplomates, le processus des tables rondes pour le Sahara marocain, pour lequel le Royaume a encore une fois réaffirmé son attachement et sa totale adhésion. Un processus initié par le prédécesseur de Mistura, Horst Kohler, mais interrompu en 2019 et entravé par l'Algérie qui le rejette depuis et agit ainsi à l'encontre des décisions du Conseil de sécurité et notamment de la résolution 2602 qui appelle les 4 parties, dont l'Algérie, à s'engager en faveur d'une solution politique juste et durable, réaliste et mutuellement acceptable aux différents autour du Sahara marocain. Et pour parler de cette dernière visite de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Maroc, de l'évolution du dossier du Sahara marocain, de la position de l'Algérie et de la situation alarmante qui se dégrade tous les jours des populations séquestrées dans les camps de Tindouf, nous avons le plaisir d'avoir avec nous par Skype Rachid Lezrak, professeur émérite de droit international et écrivain. Professeur Lezrak, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous, merci pour l'invitation. Alors, professeur, on va commencer d'abord par le contexte dans lequel s'inscrit cette dernière visite de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, au Maroc. Dans quel contexte elle s'inscrit? C'est-à-dire, comme vous le savez, pour l'affaire du Sahara, il y a 2 réunions que doit réunir le Conseil de sécurité. Une réunion qui se tient au mois d'avril et qui est une réunion d'étape pour savoir jusqu'où et vers quoi a évolué l'affaire du Sahara. Et une deuxième réunion qui se tient au mois d'octobre. Et à l'issue de cette réunion, il y a une résolution qui est votée par le Conseil de sécurité et qui trace un petit peu, qui en principe prolonge le mandat de la MINURSO et qui trace un petit peu l'évolution de l'affaire pour l'année à venir. Alors, pour Mistura a été, comme vous le savez, il a succédé à Kohler, qui a démissionné pour des raisons personnelles. Oui. Et Mistura a été confié par le Conseil de sécurité lors de sa réunion d'avril 2021. Il a eu le soutien de tous les membres du Conseil de sécurité. Et donc, il a commencé, il a fait un rapport sur sa tournée et il avait décidé de faire une autre tournée, ou du moins, pardon, c'est-à-dire en 2021, on a confirmé sa nomination, et en 2022, en avril 2022, après avoir fait une tournée dans la région, après avoir rencontré toutes les parties concernées, il a présenté un rapport et avait annoncé immédiatement après ce Conseil de sécurité qu'il allait se rendre encore une fois dans la région. Or, ce qui est quand même assez particulier, c'est que depuis le mois d'avril jusqu'à maintenant, il n'a pas fait de tournée dans la région et sa tournée actuelle s'est limitée au Maroc. Oui. Alors, durant l'entretien du chef de la diplomatie marocaine avec Staffan de Mistura, Bourita a rappelé encore une fois que le Royaume défendait la solution, bien sûr, basée exclusivement sur l'initiative marocaine d'autonomie dans le cadre de la souveraineté nationale. C'est une initiative qui continue de récolter l'appui fort et agissant de nombreux États membres des Nations Unies. On l'a vu récemment avec l'Espagne, l'Allemagne, les Philippines et bien sûr l'importante reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara. Vous aviez déjà écrit, Monsieur Lezrak, que cette reconnaissance a été irréversible et bien sûr qu'elle avait son poids. C'est-à-dire qu'il y a eu la reconnaissance par l'ancien président des États-Unis de la souveraineté du Maroc dans le cadre d'un statut d'autonomie pour le Sahara marocain. Et après, il y a eu tellement de supputations, de doutes concernant
la possibilité pour le nouveau président des États-Unis, Joe Biden, de revenir à cette décision. Et personnellement, j'ai dit que cela ne pouvait pas se faire. Pourquoi? D'abord parce que la décision des Américains en 2020 de s'aligner sur le statut d'autonomie de nos provinces du Sud n'est que l'expression de ce qui s'est passé au Conseil de sécurité depuis 2007. Oui. C'est-à-dire pendant de 2007 à 2021, on a eu des résolutions dans lesquelles le Conseil de sécurité se félicite de la proposition du Maroc. Elle ne dit pas en quoi consiste cette proposition, mais la proposition du Maroc consistait à donner aux provinces du Sud un statut d'autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine, ce qui a été réitéré par Seborita hier à l'envoyé spécial du secrétaire général. Donc finalement, les Américains n'ont fait, et c'est ce que j'ai dit plusieurs fois, n'ont fait que dire tout haut ce que tout le monde pense, et que la solution pour l'affaire du Sahara, c'est le statut d'autonomie proposé par le Maroc. Exactement. À présent, parlons un peu de cette position de l'Algérie qui refuse de s'asseoir autour de la table ronde avec toutes les parties concernées par ce conflit. Qu'elle qualifie ces tables rondes d'inefficaces et de contre-productifs alors que ce processus décidé par résolution par le Conseil de l'ONU, elle a tout fait pour l'entraver et pour le saboter. Alors, le problème, je ne dirais pas de l'Algérie, mais des gouvernants d'Alger, est que souvent, ils prennent des décisions irrationnelles. Irrationnelles et, à la limite, comme je disais souvent, gouverner, c'est prévoir. Ils ne prévoient jamais ce qui va venir, c'est-à-dire les conséquences d'une décision aussi grave que celle qu'ils ont prise à la veille, justement, de la tenue du Conseil de sécurité en octobre 2021. Pourquoi? Alors, après avoir nommé un chargé d'affaires, un chargé de l'affaire du Sahara occidental, entre guillemets, M. Bellani, celui-ci a dit que l'Algérie n'est pas concernée par ce conflit et qu'elle ne participera plus aux tables rondes, justement, préconisé par le Conseil de sécurité. C'était un moyen pour l'Algérie d'exercer des pressions pour que le Conseil de sécurité, justement, ne renouvelle pas sa demande d'organiser les tables rondes, bien sûr, après la décision du nouvel envoyé spécial. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérie se trouve piégée. Soit qu'elle accepte de s'asseoir, et dans ce cas, elle va à l'encontre de ce qu'elle a décidé, soit qu'elle ne s'assoit pas autour de ces tables rondes, et là, on se trouve devant une situation de blocage, qui va à l'encontre des décisions du Conseil de sécurité et de la communauté internationale. Alors, dans sa résolution de 2020, le Conseil de sécurité de l'ONU déjà considérait que le statu quo n'est pas acceptable et note qu'il est essentiel que les négociations progressent pour que la qualité de vie des habitants du Sahara s'améliore dans tous les domaines. Quelle est aujourd'hui la situation de ces populations séquestrées? Elles sont otages d'un conflit où ils sont instrumentalisés pour des raisons qui les dépassent. Leur situation est déjà précaire, leurs conditions de vie sont inhumaines et ça a été aggravé par la pandémie qui les a décimés. C'est une véritable tragédie humaine. Comment le Conseil de sécurité... Justement, que doit faire le Conseil de sécurité et la communauté internationale pour mettre fin à cette tragédie? C'est leur rôle aussi. Vous savez, dans cette affaire, malheureusement, l'Algérie, s'est faite piéger dans l'affaire du Sahara et elle a créé un piège aussi bien pour elle que pour la communauté internationale. On se dit qu'aujourd'hui, nous avons des décisions du Conseil de sécurité depuis 2007 à 2021
et très probablement ça va être la même chose en octobre 2022, où le Conseil de sécurité va se féliciter de la proposition faite par le Maroc, entre guillemets, et sous-entendu le statut d'autonomie. Et deuxièmement, elle va, donc si vous voulez, on se trouve devant la situation où on a une population victime d'une situation qui la dépasse, qui la dépasse, et c'est effectivement l'Algérie qui a créé cette situation. Alors, nous nous trouvons devant deux catégories de population issues du Sahara. Nous avons une population qui vit dans la quiétude, qui bénéficie de tout ce qu'on peut rêver. Oui, notamment à travers le détournement des aides. Oui. Et tout le monde est témoin, tout le monde. Oui, la population qui vit dans les provinces du sud marocain, oui. Et voilà. Et de l'autre côté, nous avons une population qui vit depuis 48 ans dans des camps sous le soleil. Il y a des gens qui pratiquement ne connaissent pas autre chose que des camps. Alors, ce qui est grave, c'est que, c'est le problème qu'il y a lieu de se poser, il ne s'agit pas de réfugiés, parce que la définition du réfugié en droit international, elle est très claire. Le droit élémentaire pour un réfugié, c'est de lui permettre justement de se déplacer là où il veut. Oui, c'est-à-dire séquestrer. Aujourd'hui, c'est une population qui est otage de l'Algérie. Et à mon avis, si on doit commencer par essayer de trouver une solution pratique et rapide à cette population, c'est de lui permettre d'abord de la recenser, et ce recensement doit intervenir dans le cadre de l'inventaire qui a été établi par le gouvernement espagnol en 1974. Il y a à peu près 75 000 habitants. Or, maintenant, on parle de plusieurs milliers, etc. Et deuxièmement, permettre à cette population de lui ouvrir les frontières, de lui dire, vous voulez vous déplacer, allez là où vous voulez. C'est-à-dire, ils peuvent rejoindre leurs cousins, leurs frères dans les provinces marocaines du sud marocain. Professeur, quelles sont les raisons de cette inimitié et de cet acharnement de l'Algérie envers le Maroc, historiquement et dans le présent? C'est-à-dire, comme je l'ai toujours dit, il y a des raisons historiques qui sont liées, disons, au président Diane et Bouteflika, qui gouvernaient l'Algérie pendant plusieurs années. Des raisons objectives, parce que aussi bien Boumediene que Bouteflika pensaient que le Maroc allait les concurrencer, que les territoires du Sud est recelé de richesses en matière d'agriculture, et ils ne voulaient pas que le Maroc puisse concurrencer l'Algérie. C'était une question de leadership régional. Voilà. Deuxième raison, c'est essayer d'encercler le Maroc et justement de l'isoler de ses racines africaines. C'est-à-dire ne pas permettre au Maroc, justement, le couper de ses racines africaines pour que eux, ils ont le leadership en Afrique, et que le Maroc avoir, avoir des relations, comme d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui, avec l'Afrique, et notamment l'Afrique de l'Ouest. Ce que disait Hassan II, le Maroc, c'est un grand arbre avec ses racines en Afrique et ses feuilles en Europe. Alors, il y a également, disons, c'est avoir un couloir atlantique. Alors tout ça fait que on se dit la meilleure solution pour arriver à ces objectifs, c'est d'isoler le Maroc et essayer de créer un État fantoche du Maroc. Aujourd'hui, c'est différent. Ce sont les raisons objectives et subjectives. Mais il y a également très probablement des raisons qui relèvent non pas
de la politique, mais de la psychanalyse. Oui. Alors, Oui. Maintenant, les gouvernants actuels, Oui. parce que Diaz n'est plus là, pas n'est plus là, les gouvernants actuels continuent à avoir la même hostilité, sinon une hostilité plus grande, pour deux raisons, à mon avis. Parce qu'il y a un problème de leur légitimité. La meilleure façon, justement, de ne pas avoir de problème avec leur peuple, c'est de créer un ennemi extérieur. Oui. Oui. Et c'est la raison pour laquelle tout vient du Maroc. Absolument. C'est le Maroc qui en est la cause, etc. Et la deuxième raison, à mon avis, qui me semble être la plus déterminante, c'est qu'aujourd'hui, ils se rendent compte d'une chose, c'est que le Maroc est en train de faire avancer son dossier sur le plan international et par l'adoption par un certain nombre d'États du statut d'autonomie, et peut-être que cette affaire du Sahara va se terminer rapidement. Et il va rendre compte au peuple algérien, disons, des sommes énormes qu'ils ont dépensées pour le Polisario, des sommes diplomatiques, des pertes énormes que l'Algérie a subies, que l'image de l'Algérie en se faisant des ennemis avec l'Espagne, avec d'autres pays, etc. Donc, ils ont peur de rendre compte. Absolument, parce qu'ils sont plus isolés que jamais et ils sentent que ce jeu touchera bientôt à sa fin. Maintenant, professeur, je voudrais vous demander, que doit faire aujourd'hui Stéphane de Mistura? Vous savez, je vais vous dire, si on prend un petit peu l'évolution de cette affaire devant les Nations Unies et spécialement devant le Conseil de sécurité, parce que toute la solution du problème du Sahara doit passer par le Conseil de sécurité. Là, d'accord. Et le Conseil de sécurité a déjà, en 2007, a changé complètement sa façon de voir dans cette affaire. Avant, on parlait d'autodétermination, moyen le référendum, etc. Puis on s'est rendu compte que le référendum est quelque chose qui était impossible à organiser et qu'il faut aller vers des solutions beaucoup plus pratiques. D'où cette formule qu'on trouve depuis 2007 jusqu'en 2021, on va retrouver probablement en 2022, une solution politique, réaliste, pragmatique, durable et fondée sur le compromis. Justement, il faut que le Conseil de sécurité dise quelle est cette solution politique. C'est-à-dire, et le rôle de Mistura doit non pas essayer disons, de rapprocher des points de vue pour trouver la solution politique, puisque le Conseil de sécurité dit tout le temps qu'il s'est félicité de la proposition faite par le Maroc, c'est-à-dire l'autonomie. Il faut qu'il aille vers cette solution d'autonomie, de rapprocher des vues pour arriver à cette solution d'autonomie. Il doit agir pour ne pas tomber dans une sorte de complicité. Voilà. Alors, entre-temps, le Maroc avance et chaque jour, le soutien international à la solution marocaine se renforce. Dernièrement, et pour la première fois, le Parlement ondin a délocalisé une session dans un pays étranger. Le Maroc a tenu une session conjointe avec le Parlement marocain autour du Sahara, à Ayoun. Une quinzaine de députés de cette instance législative d'Amérique latine ont exprimé leur ferme soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc pour régler ce conflit sur sa souveraineté. Quelle est l'importance de cet appui du Parlement ondin qui a coïncidé pratiquement avec la visite de Mistura? C'est-à-dire, ça va dans le sens un petit peu, j'allais dire, de l'histoire de cette terre du Sahara. C'est-à-dire que le Maroc, depuis 2007, il récolte le fruit de ses efforts pour faire reconnaître par la communauté internationale sa proposition d'autonomie dans le cadre de sa souveraineté. Ça a été encore répété hier par notre ministre des Affaires étrangères. Donc, on a vu un petit peu ce qui s'est passé avec les États-Unis, on a vu ce qui s'est passé avec l'Espagne, avec l'Allemagne, les Pays-Bas, etc. Et aujourd'hui, il y a le Parlement des pays de l'Amérique latine qui vient tenir une séance
commune avec notre Parlement et dire lui aussi que la solution, c'est l'autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine. Oui, et puis il y a pas longtemps, il y a eu Singapour aussi, et puis chaque jour apporte son lot de soutien et de pays qui appuient la proposition marocaine. Alors, professeur, pour finir, je voudrais revenir un peu dans l'histoire, en arrière, 48 ans dans le passé, parce que tout le monde ne le sait pas, mais vous avez publié en 74 un livre très important, fondamental, un ouvrage sur le conflit artificiel autour du Sahara marocain. Et ce conflit avec l'Espagne, c'est un livre sur la genèse, sur l'histoire. C'est important et qui a été d'ailleurs sur lequel on s'est aussi basé quelque part pour le plaidoyer du Maroc à La Haye. Quelle est l'importance de ce retour dans l'histoire de ce conflit pour les gens qui ne le connaissent pas et pour connaître les tenants et les aboutissants et connaître la réalité de ce dossier et de ce conflit qui est artificiel et puis ses origines depuis la colonisation espagnole jusqu'à aujourd'hui? C'est-à-dire que quand j'ai terminé mes études de DES, il fallait que j'écrive une thèse de doctorat et avec mon professeur Paul Reuter, un grand internationaliste, il m'a proposé justement de parler du contentieux territorial entre le Maroc et l'Espagne. J'avais 25 ans. Et on n'allait pas parler uniquement du Sahara, mais également de Tafaya, d'Ifni et des Présis du Nord. Et justement, l'un des membres du jury, qui était un grand ami de Sidi El-Sré, il a téléphoné pour lui dire « J'ai assisté à une soutenance aujourd'hui qui parle, peut être utile pour le Maroc en ce qui concerne ses territoires. » Et arrivé au Maroc, Frey m'a appelé, m'a demandé un exemplaire de ma thèse et il m'a téléphoné pour me dire qu'effectivement, ça pourrait servir pour le Maroc. Et le 9 juillet, c'est-à-dire quelques mois après, Sa Majesté Hassan II annonçait « Nous avons décidé de récupérer notre Sahara et nous avons le dossier juridique pour cela. » C'était le début du dossier juridique, parce qu'après, il y a eu une commission qui a travaillé sur le dossier juridique. Mais cette thèse a eu au moins peut-être l'avantage d'avoir posé un problème. C'est que le Sahara n'était pas une terra nullius. Ce n'était pas un territoire sans maître. C'était un territoire où les tribus avaient des liens avec les sultans du Maroc et qu'il y avait des titres historiques, des titres juridiques incontestables qui prouvent la marocanité du Sahara. Absolument, et c'était les deux principales questions posées au tribunal. Est-ce que c'était une terre nullius et est-ce qu'il y avait des liens? Et les deux questions, c'était non, c'était pas une terre nullius et des liens. Ils ont toujours existé entre les habitants du Sahara et les sultans alaouites. Professeur Rachid El-Zraq, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur émérite de droit international et écrivain. Merci, monsieur. Merci à vous. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV et très belle soirée.